Nous accueillons aujourd'hui Philippe Renaud. Philippe a été contrôleur aérien, d'abord au centre en route d'Atis-Mons, puis à l'approche de Deauville-Normandie. C'est également un passionné d'histoire de l'aviation. Il a ainsi fondé l'association Aérodoc, dont il est encore aujourd'hui le secrétaire. Il est membre de la commission patrimoine de l'Aéroclub de France, conseiller auprès de la mission mémoire de l'aviation civile, membre du conseil scientifique du musée de l'air et de l'espace, président de l'association des amis du musée du radar, qui se trouve à Douvres-la-Délivrande, dans le Calvados. Il est enfin médaillé de l'aéronautique. Il nous propose une histoire du contrôle aérien. Le profane y découvrira un univers inconnu, le contrôleur aérien, les sources de son métier. Nous allons parler aujourd'hui du contrôle aérien en route, l'histoire du contrôle aérien. Appeler ça histoire, c'est peut-être un peu présomptueux. Je préfère parler d'une chronologie du développement du contrôle aérien, puisque nous allons partir de données extrêmement simples pour arriver à décrire in fine un système qui, au fil des années, est devenu très complexe. Pour fixer bien le sujet dont nous allons parler, l'image que vous voyez à l'écran représente en 3D un trafic réel. Il s'agit d'un trafic d'une journée de juin 2007 qui, historiquement, a été la première journée pendant laquelle, en 24 heures, 10 000 vols ont été traités dans le ciel français. Alors, 10 000 vols, en très très peu de chiffres pour fixer les idées, qu'est-ce que ça représente? Sur une journée de Charles de Gaulle, à cette époque-là, c'est 1250 mouvements par jour, Orly 750, et le centre de contrôle régional de Paris, situé à Atis-Mons, traite sur une journée normale 3 000 vols quotidiens et sur une journée de pointe 4 000 vols. Donc, on se rend compte que ce sont des volumes de trafic considérables. Et en fait, sur les grands aéroports, et ici sur Charles de Gaulle, le volume traité par l'approche représente ce que la souris est en train de vous montrer, c'est-à-dire un espace compris dans une zone d'approche parfaitement délimitée. Mais en dehors de cette zone d'approche, au-dessus de celle-ci, en haute altitude, le trafic est traité par 5 centres de contrôle régionaux aujourd'hui en France, et c'est de cela dont nous allons parler. Dès le début du transport aérien, la question de réglementer et d'assurer la sécurité en vol s'est posée. On a là des idées un petit peu farfelues avec des prévisions de ce que peut devenir un trafic que l'on voit assez à la couleur d'une époque. Mais dès après la Première Guerre mondiale, un nombre important d'aéronefs se trouve disponible. Il s'agit pour l'essentiel de bombardiers qui ont été réformés et devenus inutiles, et également un grand nombre de pilotes qui sont démobilisés. Et tout ce petit monde a une furieuse envie de continuer à piloter, et on va donc assister à un développement du trafic aérien absolument considérable. Le célèbre exploit de Godefroy en passant sous l'Arc de Triomphe avait un autre objectif que la seule performance sportive, c'était de démontrer que l'aviation était devenue un moyen de transport fiable, que le pilote pouvait amener l'avion là où il souhaitait, et c'était ouvrir la porte donc au transport aérien des passagers. On voit là un intérieur d'un bombardier, Farman Goliath, transformé en avion de ligne en ajoutant simplement quelques sièges en osier et en perçant le fuselage de hublot qui permettait aux passagers de regarder à l'extérieur. Et la carte que vous voyez sur le panneau à gauche sous le poste de pilotage représente le trajet. On est là sur un Le Bourget, Bruxelles, Amsterdam. Alors, les aériennes vont se développer d'une façon extrêmement intéressante puisqu'il s'agit là en fait de coller aux échanges politiques, aux échanges économiques, aux échanges culturels qui existent entre les pays. Et donc, les lignes aériennes vont suivre ces courants assez naturels. On voit que les premières lignes importantes se développent sur l'Angleterre, avec Paris-Londres, sur le Benelux et la Scandinavie, Paris-Bruxelles, et pour ce qui est de la France,
vers l'empire de l'époque, c'est-à-dire vers l'Est et vers l'Extrême-Orient. Le développement vers le Sud va se faire un petit peu ultérieurement, essentiellement vers l'Afrique. À cette période, voler, c'est l'expression même de la liberté. Et toute réglementation, toute limite à cette liberté de voler est perçue comme telle, comme une restriction de cette liberté. Et c'est pourquoi les pouvoirs publics, dans un premier temps, vont se contenter, si on peut dire, de suivre le mouvement, d'accompagner et d'aider au développement en développant des infrastructures. Dans un premier temps, sur les aéroports, il va s'agir du balisage, et avec des moyens plus ou moins archaïques, mais qui vont se développer au fil du temps, de permettre le développement du transport aérien de nuit, parce que le grand enjeu est que la vitesse de l'avion, évidemment, est un avantage considérable par rapport au train en voyage de jour, mais si l'avion doit s'arrêter de voler la nuit alors que le train continue de rouler, tout cet avantage est perdu. D'où l'importance du développement du balisage qui va pouvoir permettre d'assurer le transport aérien de façon absolument continue. Entre les aéroports, en route, on va installer un système de phares qui sont des phares de jalonnement avec une portée d'environ une cinquantaine de kilomètres et qu'il faut allumer. Certains d'entre eux sont des phares à gaz, d'autres électriques. On va introduire des phares à néon. Et ces phares ne sont pas installés n'importe où. Ils vont être installés bien souvent le long des voies ferrées et à proximité des villes, tout simplement parce qu'il va falloir les allumer. Et pour les allumer, on a besoin donc d'envoyer un message ou d'adresser un coup de téléphone. Et le téléphone est assez peu répandu à cette époque. N'oublions pas que nous sommes là au début des années 1900. Et dans les villages, ceux qui ont le téléphone, eh bien souvent, c'est le maire, c'est l'instituteur. Et pour ceux qui sont à proximité des voies ferrées, eh bien c'est le garde-barrière. Et ce sont ces gens-là qui vont être en charge d'allumer le système de phares et donc de permettre aux avions de voler à la fois de nuit et également par mauvaise visibilité. Donc ce réseau va prendre une ampleur assez considérable. On voit qu'il suit, comme la carte précédente vous le montrait, les lignes aériennes habituelles. Eh bien, ils vont implanter les phares sur ces routes-là. Et on a pour la première fois ce phénomène qui va durer encore pendant bien des années, de ce que je peux appeler la poule et l'œuf, c'est-à-dire on a mis des moyens de balisage sur les routes empruntées par les avions, mais ensuite, parce qu'il y a du balisage à cet endroit-là, les avions vont choisir, les pilotes vont choisir de voler de façon préférentielle sur ces axes-là. Donc là, on voit la densité de phares atteinte au milieu des années 20, 1926, et il y a au milieu de cela deux phares importants, un ici près de Dijon et un au Mont Valérien, des phares à très grande distance. On parle là de 350 km de portée, on est donc 10 fois plus puissant qu'un phare maritime. Puisque les équipages volent tous à peu près au même endroit, eh bien malheureusement, arriva ce qui devait arriver. Et en 1922, on a la première collision aérienne en transport aérien commercial, au cours de laquelle les passagers d'un De Havilland DH-18 de Daimler Airways, tel que vous le voyez sur la photo, vont entrer en collision avec un Farman Goliath. On est sur la ligne Paris-Londres, Le Bourget-Croydon, et les deux volant en sens inverse. Cette collision se traduit par 7 morts. Il aura fallu cela pour faire accepter à la communauté internationale et à la communauté aéronautique que les réglementations sont finalement indispensables. Mais les toutes premières font encore preuve d'une puérilité désarmante. On va se contenter de dire que sur la route, comme celle de Paris-Londres ici décrite,
La voie ferrée et la route que les équipages suivent comme repère, eh bien, la première réglementation va dire simplement le pilote doit conserver son repère de navigation sur la gauche. Ainsi, ceux qui vont être en sud-nord volent à l'est du repère, ceux qui sont en nord-sud vont voler à l'ouest et vont pouvoir se croiser sans aucun risque, quelle que soit la visibilité. Comme ceci est impossible à faire au-dessus de la Manche, eh bien, on va simplement définir des points sur la côte anglaise qui vont permettre ce qu'on espère être un espacement suffisant pour que les vols au-dessus de l'eau puissent se croiser sans aucun danger. Une autre nouveauté de cette après-guerre, c'est que la radio est l'outil qui a fait en premier son apparition dans le domaine. Et cet accident de 1922 va permettre également de renforcer la réglementation sur ce point, puisque dès lors, tous les avions transportant plus de 5 passagers auront comme obligation l'emport de la radio. Et dès lors qu'il y a plus de 10 passagers, il faudra non seulement une radio à bord, mais un membre d'équipage dont la fonction sera exclusivement de s'occuper du trafic. La conférence de l'Union internationale des télécommunications va résoudre un grand problème, puisque dès lors qu'il s'agit de voyager à l'international et dans les directions que vous avez vues au début, vers l'Est, il n'était pas rare que les pilotes de ligne à l'époque doivent parler au moins 4 langues. Et donc c'est un problème au niveau européen. L'UIT donc va résoudre le problème en inventant le code Q, donc en morse cette fois-ci, le code Q étant un ensemble de groupes de 3 lettres, dont chacune a une signification, correspond à une phrase complète. On en connaît encore quelques restes, puisque le QFU est rien d'autre que direction, l'orientation magnétique de la piste, comme le QFE était la pression atmosphérique au sol. Et donc, on a environ 400 expressions dans ce code Q qui permettent à l'ensemble des pilotes européens de trafiquer en toute sécurité et de se comprendre. La radio, c'est aussi, dans ces années-là, le développement de la radiogoniométrie. On voit ici là le cadre Gonio du Bourget en 1925. Alors, la radiogoniométrie, qu'est-ce que c'est? Tout un chacun en aura fait dans sa cuisine ou dans sa salle de bain, pour peu que vous ayez eu un vieux transistor, en constatant qu'il faut orienter l'appareil pour avoir une réception optimale. En effet, la réception sera optimale lorsque l'antenne est perpendiculaire au plan de l'émission, et elle sera nulle lorsque l'émission sera dans le plan de l'antenne. Avec cela, on arrive donc à déterminer la direction d'où provient l'émission, et à l'aide de 2 ou mieux 3 stations, on va pouvoir, par recoupement, déterminer la position des avions en vol. C'est ce qui va permettre à des opérateurs de déterminer, comme on le voit ici, l'opérateur au premier plan est en communication radio avec les équipages. Il va déterminer le relèvement de la transmission qu'il a reçue et la communiquer à son collègue qui est à l'arrière-plan et qui la représente sur une grande carte. Mais simultanément, les opérateurs de stations radio déportées vont transmettre de la même façon l'information ici au Bourget, et donc la triangulation va pouvoir se faire sur la carte du fond. Les contrôleurs alors vont, pour l'essentiel, se borner à transmettre des informations par rapport au relief essentiellement, communiquer des informations météo et parfois informer un équipage de la présence d'un autre vol dans sa proximité. Et donc on a là l'embryon d'un service de contrôle qui se met en place. On est toujours dans l'esprit que contrôler, c'est réduire la liberté de vol. Et il va falloir quelques événements retentissants pour donner au contrôle ses lettres de noblesse et en tout cas faire que c'est un service absolument indispensable. Beaucoup d'entre vous ont
cet épisode où Jean Mermoz, après ses fameuses 53 tentatives de décollage depuis le Brésil, parvient enfin à arracher son hydravion et à traverser l'Atlantique, mais le moteur qui a difficilement encaissé ces 53 mises en puissance successives va rendre l'âme aux 2 tiers du parcours. Et Mermoz, dans cette publicité qu'on appelait réclame à l'époque, va vanter les bienfaits de la radiogoniométrie, puisque, dit-il, c'est à elle qu'il doit d'avoir trouvé le bateau qui l'a sauvé. Aussi spectaculaire, mais avec des gens moins célèbres que Jean Mermoz, en 1935, un Savoia 66 de la compagnie italienne Alla Littoria, sur la ligne Barcelone-Rome, va émettre un message de détresse en indiquant panne moteur et mer agitée. Message qui est immédiatement capté par la station radio de Marseille-Marignane et de Perpignan, qui se coordonnent entre elles, vont déterminer la position de l'avion. Et lorsque cet hydravion envoie un message suivant indiquant moteur en flammes, nous nous posons, eh bien les bateaux sont déjà partis à la rencontre de l'hydravion. Et donc, en très peu d'heures, 8 passagers vont être sauvés de cet accident. Les contrôleurs ont alors prouvé que les services de contrôle étaient quelque chose d'utile, et ça va se développer à une très grande vitesse sur l'ensemble de l'Europe. On voit ce que sont devenus, donc, courant des années 20-30, les stations radiogoniométriques principales et les stations radiogoniométriques secondaires, qui offrent donc un réseau extrêmement dense sur l'ensemble de l'Europe. Mais, vous l'avez compris, entre ces stations, donc, la communication est extrêmement importante et le nombre de messages sol-sol échangés est considérablement supérieur au nombre de messages air-sol. Et ce système de transmission par télétype va également connaître un développement considérable, et ce sont des millions de messages qui vont s'échanger jusqu'à le temps présent, et nous allons le voir tout à l'heure, une automatisation, mais qui va mettre bien du temps à trouver sa forme. Pour arriver à gérer et à anticiper les problèmes qu'on peut trouver dans les espaces aériens, les contrôleurs vont alors redoubler d'imagination en s'inspirant, sur l'exemple que l'on voit ici, des méthodes utilisées par nos collègues des chemins de fer. D'où le nom de ce graphique qui s'appelle le graphique de chemin de fer, sur lequel on a une échelle horizontale qui représente l'heure et une échelle verticale qui représente les distances successives lisibles de haut en bas et de bas en haut, avec les points remarquables sur la route de cette ligne Paris-Londres. On lit ici, par exemple, que le Golf Alpha Fox Charlie Bravo va partir du Bourget à 13h10 pour arriver à Eston après 14h30. Sur sa route, il va croiser le Golf X-Ray Delta, approximativement pour lui avant le passage de la côte française. Au milieu de la Manche, il va croiser ce deuxième avion, et enfin le Fox Hotel Charlie. Ça permet donc aux équipages d'anticiper et d'être attentifs au croisement des avions qu'ils sont susceptibles de rencontrer. Et ces graphiques sont donc mis à jour et distribués à l'équipage avant le départ. Avant la Deuxième Guerre mondiale, nous arrivons donc à des volumes d'échanges assez considérables. Ici, une journée de juin 1938 sur le Bourget, où donc on a pu, sur 46 atterrissages, constater la présence de 449 passagers. Sur l'heure de pointe de cette journée-là, ce sont
11 arrivées dans la même heure. Alors pour gérer 11 arrivées simultanément, il va falloir également inventer des procédures et on va là découvrir ce qui va devenir dans les années futures la procédure IFR pour les arrivées sur un aéroport. Il s'agit là de la méthode ZZ, Z signifiant le zénith vertical, donc c'est la méthode du double passage à la verticale. De quoi s'agit-il? Eh bien, un avion à l'arrivée, quelle qu'en soit sa provenance, va être dirigé vers la station radiogoniométrique qui lui communique les relèvements successifs. Après cette première verticale sur la station, il va procéder à un éloignement de 3 minutes et revenir, toujours guidé par la radiogoniométrie, s'établir sur l'axe. Dans la première partie, on a une communication de relèvement toutes les minutes. À partir du moment où on est sur cette branche et jusqu'à la branche finale ici, c'est un relèvement toutes les 30 secondes qui est communiqué à l'équipage. Dans la station radiogoniométrique au sol, il y a présence d'un représentant de la compagnie qui est celui qui va indiquer à l'équipage qu'il est passé à la verticale. Au préalable, donc, il y a indication lorsqu'on entend le moteur. Ensuite, ça va s'estomper quand l'avion s'éloigne. Le deuxième signal moteur va indiquer à l'équipage qu'on l'entend et donc il se rapproche. Et enfin, le ZZ va lui indiquer qu'il a l'autorisation de poursuivre la descente puisqu'il est suffisamment bien aligné sur la piste qui se trouve normalement devant lui. Voilà comment étaient organisés donc avant la Deuxième Guerre mondiale ces services, et nous avons là donc la description des zones de radiogoniométrie avec la plus importante qui est celle du Nord et les différentes zones définies sur l'ensemble du territoire français. C'est la question durant la Deuxième Guerre mondiale. À la Libération, les Américains ont installé à Orly un centre de contrôle qui leur permet de gérer l'ensemble du trafic sur le nord de la France. Trafic qui est extrêmement dense puisqu'il s'agit d'alimenter essentiellement en trafic de transport en hommes et en matériel les troupes qui sont encore à la frontière française sur les Ardennes et la Belgique. Ils ont donc importé leur méthode qui est le travail au strip qui a été inventé aux États-Unis en 1935-1938. Ceci, après la guerre, pose un réel problème puisque que les Américains continuent à gérer le sol français est quelque chose difficilement acceptable pour le gouvernement de l'après-guerre. Il s'agit d'un problème de souveraineté nationale et donc la France s'efforce de récupérer la souveraineté sur son espace aérien. Les projets de centres de contrôle mûrissent. On a là les images qu'on pouvait voir dans la presse spécialisée de l'époque qui préfigurent ce que peut devenir un centre de contrôle. Et c'est à nouveau un accident qui va accélérer le processus, puisque en 1947, début janvier, un DC-3 de la compagnie British Airways à destination de Johannesburg va connaître assez douloureux puisque pour son escale à Bordeaux, il est numéro 5 à l'atterrissage, ce qui représente donc environ 50 minutes de délai. L'équipage, qui n'a pas tellement envie d'attendre cela, croit judicieux de remonter sur le Bourget, mais au Bourget, eh bien, il n'est pas 5e à l'atterrissage, mais 10e à l'atterrissage. Et le contrôle du Bourget lui suggère de passer sur Pontoise. À Pontoise, l'opérateur a un avion en charge et l'équipage décide de rentrer tout simplement en Angleterre et va tomber en panne d'essence
à proximité de la côte anglaise. Et cet accident va avoir des répercussions extrêmement importantes puisque la commission d'enquête qui va être mise en place sur les recommandations de l'OSCI qui vient d'être nouvellement créée, cette commission d'enquête est impitoyable à l'égard des services de contrôle français. Elle est constituée essentiellement de pilotes britanniques tout auréolés du prestige de la victoire de la bataille d'Angleterre et de la Deuxième Guerre mondiale. Et Maximans, qui est secrétaire général de l'aviation civile à cette époque-là, eh bien, on revient avec le constat qu'il faut hâter tous les projets français. Et la réactivité est assez importante puisque l'on voit qu'en janvier 1947, l'accident a lieu. En 3 mois, la commission d'enquête s'est réunie. Et le 1er avril 1947, les 3 centres de contrôle français entrent en service. Le centre de Bordeaux, que l'on voit à l'image ici, le centre d'Aix-en-Provence, qui est installé à titre provisoire sur la Villa Mignet, qui est un terrain que l'armée de l'air utilise pour la zone aérienne de défense du Sud-Est, le provisoire français étant ce qu'il était. Le centre devait être transféré à Marseille ultérieurement, mais à l'instant où nous parlons, en 2020, il est toujours à Aix-en-Provence, à la Villa Mignet, à la grande satisfaction de tout le monde. Et le 3e centre, qui chronologiquement donc a été le premier ouvert, celui d'Orly, a donc récupéré les installations américaines, les installations et les méthodes de travail. Et le centre d'Orly donc, est le premier à utiliser le stripping comme outil de contrôle au-dessus de la France. Prise de tutelle par l'administration française donc, va se traduire par la définition claire des espaces attribués à chacun de ces 3 centres. Et on voit donc là la zone nord attribuée au centre de contrôle de Paris à Orly, la zone sud-ouest pour le centre de Bordeaux et la zone sud-est pour Marseille, qui va jusqu'au milieu de la Méditerranée, comme aujourd'hui d'ailleurs, à l'interface avec le centre de contrôle d'Alger. Les premières voies aériennes vont être définies. Là, eh bien, on voit encore une fois que la liberté étant importante, la voie aérienne n'est définie que là où on considère qu'elle est réellement importante. Donc, sur cet échange nord-sud, qui est l'axe principal sur lequel le trafic national et international s'écoule. On voit là la réminiscence de l'accident de 1922, puisque sur cette partie la plus dense, on a les 2 routes parallèles séparées qui sont officiellement définies. Au niveau du travail, tout reste à dire quant à la méthode. On essaye de continuer d'exploiter le fameux graphique de chemin de fer en le modernisant au lieu de simplement le dessiner. On bricole des systèmes de fil de fer avec des plots qui permettent de le décaler pour la mise à jour. Mais le principal défaut dont on se rend compte, c'est que ce dispositif ne permet de contrôler que du trafic sur un même axe en route opposée. Et la coordination de plusieurs graphiques de chemin de fer pour des routes qui se croisent est quelque chose d'une lourdeur extrême. Et donc, ce dispositif va être très rapidement abandonné. La table de plotting est un système issu de la Deuxième Guerre mondiale avec lequel les Britanniques ont fait des prouesses. Il s'agit tout simplement d'une vaste carte représentant la zone de compétence du centre de contrôle sur laquelle sont posés des plots, chacun représentant l'avion, et le plot est précédé de cette tige réglable en longueur qui donc va représenter la vitesse de l'avion. La position est mise à jour par les messages échangés entre le contrôle et les équipages, mais on a une mise à jour là qui est de l'ordre de 15 minutes.
C'est un outil donc qui permet d'avoir une bonne représentation de la situation générale, mais qui en aucun cas ne va permettre un contrôle totalement efficace au terme de l'aviation civile en tout cas. Et donc c'est le strip développé par les Américains et mis en place à Paris qui va finir par s'imposer. Ici on voit un strip des plus rudimentaires où, mis à part les cases, tout est entièrement écrit à la main. Alors, qu'est-ce qu'on trouve sur ce strip? Pour le montrer, on va prendre simplement l'image un petit peu plus claire de strip extrêmement moderne. On va pouvoir représenter le nom de l'aéronef, le nom du vol, le type d'avion, par un système de codage, le terrain de départ et de destination, la route suivie et les niveaux de vol autorisés et utilisés par l'avion. L'intérêt de ce dispositif est que lorsque les vols vont survoler la même balise, donc vont se croiser ou se suivre, les heures indiquées vont permettre au contrôleur instantanément de définir s'il y a un problème. Et ce qui est important de noter, c'est que cette représentation sur papier de 4 vols est loin de se limiter à ça, puisque dans l'esprit du contrôleur, donc, cela permet cette représentation en 3 dimensions, et c'est ce qui contribue à sa représentation mentale de la situation aérienne. Donc le système de stripping va s'imposer, être généralisé à l'ensemble des centres. Il va rester un problème important qui nuit à l'efficacité des services, c'est la question de la portée radio. Avec un centre de contrôle, on a des stations radio qui sont déportées. La communication se fait entre le centre de contrôle et la station déportée par téléphone ou par télétype. Et donc, on a un système de relais d'une très très grande lourdeur également. Et il va falloir trouver une solution à la fois humaine et technique. La première solution humaine qui est trouvée est ce qu'on appelle des dirigeurs. Ces personnes-là vont servir d'interface entre le contrôleur du centre de contrôle et la station déportée. Ils reçoivent par téléphone le message émis par un avion et transmis par la station radiogoniométrique. Ils vont recopier ce message et aller en salle de contrôle, l'apporter au contrôleur. Le contrôleur va émettre son instruction de contrôle, écrite sur ce papier, que le dirigeur va répercuter à la station radiogoniométrique qui a l'avion en charge, laquelle va le transmettre à l'équipage. C'est quelque chose donc d'extrêmement lourd. Là, on est dans des cas où un échange complet va prendre environ 10 minutes. Et la solution technique va arriver à la fin des années 50 seulement, où le couplage est mis en œuvre. Et là, un contrôleur qui va, depuis le centre de contrôle, va émettre simultanément sur son antenne radio, l'antenne de son centre, mais également sur les antennes radio déportées. Et là, on a, pour la première fois, un contrôleur en contact direct avec l'ensemble des aéronefs, l'ensemble des pilotes qui sont sous sa responsabilité. La technique, encore dans un autre domaine, après le téléphone, la radio et le couplage, eh bien le radar. Le radar va être un progrès déterminant. Le premier radar civil utilisé en France est celui que nous voyons sur cette image. Il est installé à Orly en 1952 et il va desservir simultanément l'approche d'Orly et le centre de contrôle qui est installé dans le périmètre de l'aéroport. À l'intérieur de la salle de contrôle, seulement 4 visuradars. On en voit clairement une ici, la deuxième masquée par l'opérateur contrôleur qui est devant, et les 2 autres sont en symétrie en face dans l'angle. Le progrès, c'est que malgré une image d'une qualité assez polluée par des échos fixes, puisque là on va détecter aussi bien les nuages d'orage, peut-être mieux même que les avions eux-mêmes, mais on
sera un progrès considérable puisqu'on va pouvoir passer de l'espace qui était de 10 à 20 minutes à un espacement en distance à 20 nautiques pour un premier temps, ce qui, en moyenne, donc, va se traduire par des espacements divisés par 2 ou 3 dans la majorité des cas, avec le progrès de capacité que l'on peut imaginer. Après le radar, et dans les années 50, c'est le développement de la radionavigation qui va apporter également un progrès considérable, puisque ces balises implantées au sol vont permettre de définir un réseau de routes qui n'aura alors de cesse que d'augmenter au fur et à mesure de l'implantation de ces radiobalises. Les équipages étant en mesure, grâce à ces balises au sol, les VOR ici, d'assurer leur navigation de façon absolument autonome. Et puis enfin, fin des années 50, à partir de 1959, c'est l'irruption de l'aviation à réaction. On a là des avions qui vont voler 2 à 3 fois plus vite que volent les avions conventionnels et qui vont voler surtout 2 fois plus haut. La mise en œuvre d'un réseau de routes entièrement dédié, c'est aujourd'hui le réseau de routes des espaces aériens supérieurs, qui est adapté à la vitesse de ces avions avec des points de report suffisamment espacés pour qu'ils permettent au contrôle d'anticiper de façon significative les croisements. Et puis, ça va introduire également dans ces espaces qui, jusqu'alors, n'étaient utilisés que par l'aviation militaire, eh bien, ça va amener à structurer l'organisation de l'espace entre les civils et les militaires, avec 2 organisations types qui subsistent également encore aujourd'hui, qui est la ségrégation dans l'espace inférieur, c'est-à-dire que les vols militaires vont être confinés dans des zones militaires dédiées autour, en général, des bases aériennes et quelques grandes zones d'entraînement, alors que l'espace aérien supérieur est celui de la cohabitation, où les 2 circulations aériennes donc vont cohabiter, la circulation civile étant réputée suivre les axes prédéterminés, d'où le nom PDR, qui sont routes prédéterminées, et de mettre en place un système de coordination entre le contrôle civil dès lors qu'il va falloir sortir un avion de sa trajectoire, coordination avec le contrôle militaire. C'est donc à partir de ces années 60 un développement inexorable. On avait commencé avec 12 VOR en 1953, 34 en 1959, et on en a près d'une centaine à la fin des années 60. Modernisation enfin des bâtiments. Jusqu'à cette époque, fin des années 50, eh bien, nous sommes dans les bâtiments hérités de la Deuxième Guerre mondiale, qui sont des bâtiments en bois. Il va falloir assurer tout de même la sécurité par rapport aux intempéries, par rapport à la météo, et les 3 centres de contrôle vont enfin être modernisés à l'aube des années 1960. On a là la vue du premier centre de contrôle d'Atis Mons, la salle de contrôle étant dans le bâtiment carré ici, et le bloc supportant le radar, qui est le radar d'Orly, transféré d'Orly sur le toit du centre de contrôle, et le grand bâtiment en façade, qui est le BCT, c'est-à-dire le Bureau central des télécommunications, ce qui nous montre que les télécommunications sol-sol sont encore à l'époque quelque chose d'extrêmement important. De contrôle, donc cette rangée d'opérateurs assure la communication avec les vols transatlantiques qui sont donc sur l'océan. La messagerie, comme nous venons de le voir, demeure quelque chose d'extrêmement important. On a là un des plus grands centres de messagerie en Europe,
à Athis-Mons, le Pentakota, qui est donc le premier centre semi-automatique. Alors semi-automatique, pourquoi? Parce que la réception des messages se fait de façon automatisée et avec ces bandes perforées qui sont donc trouées par le système de télétype. Mais pour basculer, imaginons ici un appareil qui est en liaison avec l'Angleterre qui reçoit un message, il va falloir transférer ce message au centre de contrôle d'Aix-en-Provence, qui à son tour le transférera à Alger, par exemple. Eh bien, il faut prendre la bande de papier et aller l'installer, l'insérer dans l'émetteur qui, lui, va être en liaison avec le bon destinataire. Donc, on est dans une semi-automatisation très balbutiante, mais néanmoins, donc à cette époque, en 1960, c'est à Paris que le centre de communication le plus important. Transition vers la modernité, c'est l'installation alors du radar de 23 cm sur le toit du centre de contrôle d'Athis-Mons. Pendant quelques semaines, les deux antennes vont coexister, la rareté et le cachet de cette image. On va travailler à améliorer la qualité de l'image primaire présentée au contrôleur, avec en particulier le système d'élimination d'écho fixe qui va commencer à permettre de voir que les avions détectés sont des plots que l'on peut distinguer au milieu d'un bruit de fond tout de même assez important. Et voilà à quoi ressemble donc la salle de contrôle d'Athis-Mons en 1961. En parallèle, sur Aix-en-Provence, le petit centre de la Villa Mignet va être remplacé par cet imposant bâtiment dont on remarque une chose, c'est qu'il manque sur son toit le radar. À Aix-en-Provence, on est déjà dans une zone montagneuse et l'installer à cet endroit-là aurait conduit à des zones de non-détection extrêmement importantes. Et donc le choix est fait d'installer le radar d'Aix dans un endroit éloigné, mais en haute altitude. On est ici donc sur le massif de la Sainte-Baume, à 2000 mètres. Le chantier en lui-même a représenté une prouesse technique, été comme hiver. Et donc en 1965, le radar de la Sainte-Baume est inauguré. C'est un événement qui ne passe pas inaperçu et assez important pour avoir fait à l'époque le journal télévisé, ce qui montre donc l'importance de l'événement. Alors on a vu radio, radionavigation, radar. L'aube des années 1960, c'est une nouvelle étape importante qui est l'introduction de l'informatique. Ce que l'on voit là à l'image, c'est la livraison du premier ordinateur IBM au centre de contrôle d'Athis-Mons. Il arrive directement des États-Unis et ce que vous voyez là sur la palette, ça n'est qu'un élément de mémoire. Sur la légende du journal, à l'époque, on apprend que cette mémoire-là pèse 950 kilos. On s'est livré avec un ami informaticien à quelques calculs parce que les représentations binaires de l'époque ne sont pas celles qu'on connaît aujourd'hui. Dans ces 950 kilos physiques, il y a 44 mégaoctets de mémoire. Ça laisse rêveur quand on sait ce que sont les capacités aujourd'hui du premier téléphone portable venu. Et donc, mise en place de l'informatique, ça va vouloir dire progrès considérable dans la saisie des plans de vol. C'est l'occasion, pour notre administration en particulier, d'une large féminisation, puisque ce sont ces métiers-là et ces fonctions-là qui vont voir les femmes en nombre être recrutées. Alors, elles saisissent les informations reçues par le plan de vol, qui a été rendu obligatoire dès la fin de la guerre, en 1947, et vont donc, sur leur machine, perforer chacun des emplacements représentatifs
pour représenter le terrain de départ et donc en système de codage international Lima Fox Papa Bravo. L'emplacement des perforations va permettre au calculateur de décoder et de savoir de quel terrain il s'agit. L'indicatif est codé de la même manière. Les niveaux de vol sont également perforés ainsi. On a une petite idée de ce que pouvait représenter cet équipement informatique. Plus troublant encore lorsque on peut prendre la mesure du gigantisme de ces équipements, on comprend mieux la mémoire de 950 kg, mais surtout ce que représente une imprimante par rapport à notre période actuelle où tout un chacun a son imprimante à la maison. Eh bien, l'imprimante était une denrée rare et au centre de contrôle, pour commencer, il y en avait une. De cette imprimante sortaient les strips qui étaient en fait sur des papiers pré-perforés, dont il fallait découper chaque élément pour extraire un strip. Et encore fallait-il l'acheminer jusqu'à la position de contrôle. Et pour cela, était installé un système de pneumatique que l'on a trouvé pendant des années encore ensuite dans les grands magasins, par exemple, où les caissières pouvaient envoyer leur fonds de caisse à la caisse centrale à travers un réseau comme celui-ci. Donc le strip lesté de ce poids pour pouvoir être propulsé dans le tuyau était donc introduit et directement en salle de contrôle à travers ces grosses tubulures, mais de façon plus précise. Ici, vous voyez l'arrivée du pneumatique sur la position de contrôle et le contrôleur pouvait donc avoir les nouveaux plans de vol qui lui étaient desservis au fur et à mesure. Nouveau progrès à venir dans le traitement radar, ça va être au milieu des années 60, l'introduction du radar secondaire. Alors le radar, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un signal qui va être émis par le radar, représenté ici donc, par cette antenne spécifique qui est installée au-dessus de l'aérien primaire. Mais surtout, la grande nouveauté, c'est que l'antenne qui va interroger un dispositif qui est installé à bord de l'avion, et donc l'avion va réellement répondre à cette interrogation. Et c'est la solution pour éliminer l'essentiel des brouillages et de tout ce qui était éco-parasite qu'on connaissait avec le seul radar primaire, puisqu'il faut que le transpondeur, qui est l'équipement embarqué à bord de l'aéronef, envoie ce signal binaire. Dans un premier temps, on va se contenter de lui faire dire peu de choses, c'est-à-dire en numération binaire, de transmettre à l'antenne sol les deux, au début 64 codes, puis 4096 codes, qui représentent, en tout cas dans un premier temps, l'indicatif de l'avion. On va aussi pouvoir assez rapidement coupler l'altimètre au transpondeur, avoir donc un alticodeur et enchevêtrer au milieu du signal d'identification l'indication de l'altitude de l'avion. Et là, on a un progrès considérable de l'image, avec donc, grâce à un couplage entre le calculateur de traitement radar et le calculateur de traitement point de vol, la représentation même de l'indicatif de l'avion sur la première ligne et l'indication de son altitude sur la deuxième ligne. La petite flèche indiquant l'évolution, ici à la descente, à la montée, et là un avion en palier. L'ensemble de ces outils donc arrive à maturité à la fin des années 60 et on peut dire là enfin que les contrôleurs disposent de l'essentiel des outils qui sont ceux que l'on connaît aujourd'hui. Alors, pour les profanes, puisque là nous avons vu donc
ce que l'on pouvait faire avec une image radar. Comment le contrôleur va-t-il projeter dans sa tête cette situation? On voit bien que dans quelques minutes, les deux avions qui sont sur cette trajectoire risquent d'entrer en collision. Et donc, ce que le contrôleur va faire à partir de là, c'est simplement de choisir l'un des deux vols et de le guider pour qu'il puisse passer à distance d'espacement réglementaire derrière l'avion avec lequel il le croise. Voilà. On voit donc la trace fantôme qui aurait été suivie et la trace que suit l'avion en temps réel. Mais ceci nous ramène à nos vieux souvenirs de lycéens et en particulier cette représentation nous évoque une chose, c'est que deux avions qui sont sur un cap dit cap collision, eh bien, vont être vus par un observateur, et en l'occurrence ici le pilote, sous un angle constant. Ce qui signifie que pour le pilote, l'avion dangereux, l'avion avec lequel il risque d'entrer en collision, est un avion pratiquement invisible, puisqu'on aura tous remarqué que ce qui se distingue bien, c'est le mouvement. Un avion fixe dans le pare-brise, c'est un moucheron. Et lorsque l'avion va grossir au point d'être visible par le pilote, toutes les expériences qui ont été faites aux vitesses aux vitesses qui sont atteintes à cette époque-là, au milieu des années 60, avec les avions à réaction, font qu'il est toujours trop tard pour réagir. On peut dire que cet axiome mathématique, c'est la raison d'être du contrôleur, puisque c'est grâce à lui que ce système de guidage radar a pu être conçu, inventé et mis en œuvre. Ça fonctionne sur cette image qui est très académique, mais ça fonctionne dans tous les cas de figure et toutes les orientations, puisque la seule chose que celui-ci montre, c'est simplement que l'avion qui suit cette trajectoire, dans le même temps, parcourt une plus grande distance, il est simplement plus rapide. Ces images radar, avec tous ces outils, le transport aérien va pouvoir se développer et il ne manque pas de le faire. La comparaison qui est faite ici, c'est entre les années 1960 et les années 70, qui sont réellement les années de la démocratisation du trafic aérien, avec la mise en ligne d'avions tels que le Boeing 747 et surtout l'accroissement des réseaux régionaux. On a affaire à des trafics, des volumes de trafic considérables. Et émerge alors un nouveau problème qui est celui de la capacité. Et la première chose qu'on va trouver pour parer à l'urgence dans ces années-là, eh bien, c'est la régulation du trafic qui est parfaitement représentée par ce robinet. Il va s'agir de n'autoriser de décollage que en fonction de la capacité qui sont censés les recevoir dans les heures qui suivent au cours de leur vol. La mise en œuvre de cette régulation de trafic est tout à fait artisanale. Ici, on voit la première CORTA, cellule d'organisation et de régulation du trafic aérien, qui est installée à Orly au début des années 1970. Et les outils, là, bien, sont le papier, le crayon, le téléphone pour la liaison avec les services météo et avec les compagnies aériennes. La France est précurseur dans ce domaine. Alors, elle est montrée du doigt, puisque c'est en France qu'on invente le retard, puisque la seule action à un moment, on va donc espacer, retarder le décollage de certains avions dans ce volume, et donc ainsi générer les retards. Alors, les Anglais, les Allemands autour de nous se gaussent, puisque eux ne régulent pas,
Mais en fait, la France étant au carrefour de toutes les routes qui se croisent en provenance et à destination justement de l'Angleterre et de l'Allemagne, ces pays-là sont protégés par les régulations françaises. Ils mettront longtemps à l'admettre, mais on peut considérer donc que dans ces années 70, la France a été largement précurseur de ce qui est aujourd'hui la régulation du trafic. La couverture radar également va être largement développée. Les centres de contrôle vont être interconnectés sur le plan informatique. Et c'est donc là l'introduction de la troisième génération de Cotra, troisième génération de calculateurs, qui permet justement l'interconnexion de plusieurs centres, puisque jusqu'alors, donc seul le centre de Paris alimentait les centres et d'Aix-en-Provence. Il va falloir ajouter des radars pour augmenter la couverture, en particulier vers l'ouest, puisque le radar d'Orly ne permet guère de voir le trafic au-delà de Rennes. On est à environ 350 km de portée. Pour voir ce qui se passe à Brest et au-delà, et en particulier sur l'Atlantique, on en est réduit au contrôle aux procédures. Et l'idée vient d'installer un radar dont à l'origine, il ne doit être qu'un déport radar, une antenne avancée qui doit être reliée au centre de contrôle de Paris. Ce radar est installé à Brest et du fait qu'il domine la baie de Brest, très chère à notre marine nationale, eh bien en fait, ce sont en premier lieu des contrôleurs de la marine qui vont utiliser cet outil, ce qui va leur permettre de faire de l'approche ici sur Landivisiau et sur Brest. Et dans cette salle de contrôle, les contrôleurs civils n'ont qu'un rôle de coordinateur. Ils sont censés constater le croisement des trafics que leurs collègues à Paris ont sous contrôle et d'informer le collègue par téléphone qui va pouvoir, en particulier pour le trafic transatlantique, poursuivre la montée après le croisement d'un flux de trafic important de Grande-Bretagne vers l'Espagne. Ceci se passe bien jusqu'au moment où les contrôleurs se disent, mais puisqu'on est en mesure de constater ces croisements et de contrôler. Pourquoi devrait-on continuer à téléphoner à nos collègues parisiens alors qu'il serait si simple de venir les faire s'asseoir à cette position? Et cette idée-là va être avancée en 1972-1973 et un été, une position de contrôle est installée dans le centre de Brest et les choses se déroulent admirablement à la satisfaction générale. Ce qui fait que l'année suivante, eh bien, il va être décidé de planter directement et définitivement cette position de contrôle. Au bout de 4 ans, ce sont 4 secteurs qui auront été installés et en 1976, le centre de contrôle de Brest est officiellement inauguré avec son existence administrative. Milieu des années 70, donc voilà à quoi ressemble la position de contrôle tout à fait conventionnelle, avec donc nos anciennes visu-radars, le tableau de strip, le téléphone, tous ces outils qui sont familiers maintenant. Ce Digitatron est l'outil d'interface entre le contrôleur et le système de calculateur. Les vols sont représentés d'une façon extrêmement synthétique par leur indicatif et le niveau de vol auquel ils sont, 280, 330. Et la simple désignation à l'écran va faire apparaître un extrait du plan de vol avec l'ensemble des différents niveaux de vol, le niveau réel, le niveau autorisé et un niveau prévu en coordination, sur lequel donc le contrôleur va pouvoir agir
directement sur l'écran. Ça paraît tout à fait désuet aujourd'hui. Il faut bien se dire que milieu des années 70, c'est une révolution puisqu'on a là la première utilisation d'écrans tactiles qui sont évidemment aujourd'hui on ne peut plus familiers. Mais cette avancée va avoir des conséquences considérables puisque permettant de modifier le niveau, de mettre à jour également l'heure, le système va être en mesure de produire sur la position de contrôle suivante un strip qui va être beaucoup mieux à jour qu'il n'a jamais été jusqu'à maintenant. Et après de multiples essais, on va considérer que la précision atteinte est suffisante pour se permettre de s'exonérer de la coordination téléphonique. Et on a mis là en place ce qui s'appelle l'ACTOTO, activation automatique, pour laquelle et grâce à laquelle les échanges téléphoniques entre les contrôleurs vont être réduits au strict nécessaire. Quand on creuse un petit peu dans le détail, c'est un progrès beaucoup plus considérable qu'on peut l'imaginer parce que lorsque la coordination était entièrement téléphonique, il fallait que l'émetteur et le récepteur, les deux contrôleurs, soient simultanément disponibles. Il n'était pas rare que, prenant le téléphone pour appeler un collègue d'un secteur après, ben celui-ci était occupé au téléphone lui-même avec un autre. Et les marges de sécurité qui étaient prises étaient considérables, puisque pour s'assurer que le strip était physiquement sur la position de contrôle au moins 10 minutes avant la pénétration de vol sur le secteur, eh bien on appelait 20 à 30 minutes avant. Ce qui veut dire que le contrôleur avait sur son tableau une part considérable de vol qui finalement n'allait l'appeler que dans les 10 à 20 minutes suivantes. L'ACTOTO a permis de réduire considérablement cela. Des algorithmes fins ont permis d'accepter la desserte entre 5 et 10 minutes, 5 minutes pour certains secteurs et 10 minutes, mais instantanément, la charge, le nombre de strips sur la position de contrôle s'est vu tomber et a vu disparaître tous les vols qui concernaient la tranche 20 à 30 minutes. Et on peut dire là donc que le volume de trafic géré instantanément par le contrôleur lui a libéré considérablement l'esprit. Et c'est ce progrès qui, dans les années 80, va permettre de faire face finalement à l'explosion de trafic que l'on va connaître et dont nous allons dans un instant. Donc l'architecture générale a pris sa forme avec les liaisons intercalculateurs, les différents radars. Les radars civils, mais vont être complétés par la couverture radar militaire, ce qu'on voit ici, le radar d'Évreux, qui sont donc également interconnectés, le radar militaire de Doullens, de Contrexéville, de Nice-Montagel, ce qui permet d'avoir une couverture assez redondante et efficace. Mais donc, la couverture militaire a une part importante constitue une part importante de la couverture radar à cette époque-là. Prochaine étape, et là on est plus au-delà des réorganisations et des progrès techniques, dans une évolution organisationnelle, puisque le choix va être fait de créer un 4e centre de contrôle en France. L'objectif premier qui est de soulager le centre de contrôle de Paris, qui a pris des proportions considérables. On traite 750 000 vols à ce moment-là sur une année à Paris, et le centre est proche de sa saturation. Après de nombreux atermoiements, la décision est prise d'ouvrir le centre de contrôle de Reims, qui va donc prendre à sa charge en 2 phases successives la partie le nord-est de la France et une partie de l'espace aérien supérieur, délestant d'autant le centre de Paris. Le centre de contrôle de Reims donc, va, après
une période de lancement un petit peu douloureuse, va finalement trouver son autonomie en 1986. Et ça correspond à la mise en service de la 4e génération du Cotrin, qui suit là ce qu'on peut appeler une mode, entre guillemets, informatique de l'époque. Le grand constat étant que mettre tous les éléments de gestion des vols d'un centre de contrôle dans la même machine, il y avait en tout donc 3 calculateurs, un calculateur traitement plot de vol, un calculateur traitement radar et un calculateur secours. C'est tout de même mettre à peu près tous ses œufs dans le même panier. Et lorsque l'on perdait un ordinateur qui tombait en panne, on perdait un nombre considérable d'informations. Et la philosophie informatique de l'époque est de répartir les risques et au lieu de tendre vers des machines gigantesques dont on augmentait régulièrement la capacité de calcul, eh bien on tend vers une architecture beaucoup plus en réseau où plusieurs petites machines vont contribuer donc à elles toutes à assurer l'ensemble du traitement qui est demandé. L'avantage de cette doctrine étant que lorsque la machine tombe en panne, eh bien on ne perd pas toutes les informations simultanément. Donc le centre de contrôle de Reims et en matière de traitement également radar, le centre de contrôle de Brest seront les pionniers de cette génération Cotra 4. À Paris, pour différentes raisons, la transition va être beaucoup plus longue et ne sera réellement achevée qu'en 1987. Voilà à quoi représente donc à quoi ressemble une position de contrôle dans ces années-là, avec donc le dernier type de Digitatron, les 2 images radar et également ces progrès permettant d'augmenter la taille des écrans. C'est quelque chose qui paraît anecdotique, mais qui est extrêmement amusant. Certains se souviendront que, en matière de télévision, puisque nous sommes là en écran radar sur des tubes cathodiques, la grande nouveauté de cette époque-là, c'était de ce qu'on appelait l'écran à 110 degrés. 110 degrés étant tout simplement l'angle d'ouverture du tube. Et ça permettait de faire un écran beaucoup moins profond, un tube beaucoup moins profond que ce qu'on savait faire sous 90 degrés. Et donc le 16 pouces ici, bien c'était un écran donc avec un angle assez serré. Et dès lors qu'on a su, pour une profondeur identique, ouvrir l'angle, eh bien, ça nous a permis d'avoir des visus d'un diamètre supérieur. Donc un confort là, sur la lecture de l'image qui était incomparable. La position de contrôle donc est complète là avec ces 2 écrans, l'interface de dialogue avec le calculateur, le strip encore, les platines téléphoniques dédiées, téléphone secours, fréquence secours ici, les platines de sélection radio et une chaîne de télévision interne qui permettait par défilement d'assurer la communication de différentes informations sur la position de contrôle, info météo, mais également état de l'espace aérien, disponibilité des zones et disponibilité de tous les moyens techniques qui pouvaient concerner donc les vols qui nous intéressaient. Milieu des années 80, fin des années 80, on a également affaire à un phénomène politique, cette fois en matière d'évolution du trafic, puisque il y a la signature du traité de Rome. Le traité de Rome prévoit à l'horizon 1er janvier 1993 ce qui va devenir le marché unique européen. Le marché unique européen se couple à ciel unique européen et ça veut donc dire libéralisation du transport aérien au-dessus de l'Europe avec la prévision donc, de l'explosion du trafic qu'on peut imaginer.
Les compagnies n'attendent pas le 1er janvier 1993 pour se mettre en ligne et dès 1987, le trafic, en particulier le trafic de troisième niveau, va augmenter dans des proportions considérables. L'ensemble du trafic connaît une croissance supérieure à 10% par an partout, mais en aviation régionale, aviation de troisième niveau, on a un taux de progression de 850% par an, ce qui est absolument considérable. Alors, pour résoudre ces problèmes de capacité, on a là également plusieurs méthodes et finalement la sectorisation est quelque chose qui va être très très bien travaillé. Lorsque on considère un bloc d'espace aérien dans lequel les avions volent librement ou en tout cas sur des routes qui sont celles qu'on a vues se construire sur les flux de trafic naturel, on arrive rapidement à une saturation, à une limite du nombre de vols que l'on peut prendre simultanément. L'idée est d'organiser ce trafic en imposant des points d'entrée et des points de sortie à l'ensemble des flux. Alors, bien sûr, on concentre les vols sur ces axes-là, mais l'avantage, c'est que l'on a alors défini des points de croisement qui sont parfaitement identifiés, ce qui permet de partitionner l'espace et d'un vaste secteur, on va en créer 4. Dans la proportion, on peut dire que si un contrôleur pouvait traiter une vingtaine de vols simultanément, eh bien, ces 4 secteurs ne vont pas permettre d'en traiter 80, bien sûr, puisqu'il y a des échanges et il y a une densité de trafic extrêmement importante, mais de 20 sur un grand ensemble, on va se trouver à 4 secteurs qui vont chacun en contrôler une quinzaine. Et donc, déduction faite des vols échangés, sur l'ensemble, on va arriver pratiquement à doubler la capacité des secteurs grâce à cette sectorisation. Alors, le principe peut être tout à fait calqué à l'organisation qui est celle de la région parisienne, où l'on voit donc les secteurs nord, aujourd'hui TN, les secteurs de départ sud, les secteurs est-ouest. On y ajoute donc ces survols. On peut y ajouter les départs et les arrivées des terrains de la région parisienne. Et on a une bonne idée de ce qu'est la cartographie aujourd'hui des secteurs de la région parisienne. Vont aller bien évidemment, mais maintenant tous les fondamentaux sont acquis et à partir de là, nous n'allons que vers le développement des choses et la densité du réseau de route est celle aujourd'hui que vous voyez sur cette carte. Les progrès que nous avons encore besoin de faire, c'est en matière de radar, l'augmentation de la précision, et là on va mettre en œuvre une couverture radar dite monopulse qui va permettre au fil du temps de généraliser l'espacement qui était de 8 nautiques à 5 nautiques sur l'ensemble du territoire. La grande particularité surtout de cette couverture radar, où 19 stations puis une vingtième vont être installées sur le territoire français, c'est que par rapport à la situation des années 70, où on a vu que les radars civils étaient largement complétés par la couverture radar militaire, eh bien on a à la fin des années 90 et l'aube des années 2000, une inversion de la situation avec une couverture radar civile redondante et complète qui satisfait l'ensemble des besoins de nos centres de contrôle. Et c'est à l'inverse les centres militaires qui vont venir prendre l'information sur les centres, les stations radar civiles. Ici, on voit le radar monopulse de la station du Grand Ballon. Donc, des volumes de trafic considérables que l'on peut gérer. Et pour l'organiser, après des incidents et des dépassements de capacité mémorables
fin des années 80, et en particulier en 1988, où une panne au moment du week-end de la Pentecôte, concomitant avec un Grand Prix de Formule 1, a vu à Nice 3 Airbus ne pas pouvoir décoller parce que l'horreur de décollage les aurait amenés à Orly après le couvre-feu. On a donc 1000 passagers qui ont dormi dans l'aérogare de Nice. Ce phénomène n'a pas été que niçois et français, mais dans toute l'Europe, ces week-ends ont été des calamités. Ça a conduit à la réunion des ministres des Transports de l'Union européenne de cette époque et à la décision de la création du CFMU, donc de Flow Management, de régulation du trafic à Bruxelles. On dispose là donc d'outils qui donnent une lisibilité sur l'ensemble des moyens disponibles, lisibilité sur les charges prévisibles de trafic, lisibilité également sur la météo. La philosophie est celle d'une transparence maximale puisque ces informations vont être en temps réel disponibles pour les compagnies aériennes qui peuvent s'abonner à ce service et vérifier que le traitement qui est fait du trafic, en particulier donc en matière de délai, est tout à fait équitable. Des ports vers les compagnies aériennes, également des ports vers les centres de contrôle, et on a là donc des antennes du CFMU à l'intérieur des centres qui vont travailler dans un double sens, c'est-à-dire en anticipant les pointes de trafic vont permettre d'adapter le dimensionnement de la salle de contrôle à travers l'ouverture de secteurs, donc d'adapter à l'évolution du trafic. Voilà à quoi ressemblait au tout début des années 2000 donc, la salle de contrôle d'Atis-Mons en cours de transformation puisqu'on a encore les anciennes positions de contrôle et qui seront remplacées par des positions comme celle-ci. La grande différence également par rapport au matériel que nous avions connu, les écrans radars qui n'étaient construits que pour faire des écrans radars, les platines téléphoniques qui n'étaient construites que pour faire des platines téléphoniques, eh bien, cette génération de matériel, initiée donc par un programme d'harmonisation européenne, le programme e-chip, a permis l'introduction d'équipements dits banalisés. C'est-à-dire que le scope radar que vous avez là n'est ni plus ni moins qu'un moniteur informatique dans des dimensions respectables, soit, mais du matériel qui n'est pas fabriqué exclusivement pour ça. Ça s'accompagne donc d'une baisse de coût considérable et également d'une grande souplesse puisqu'un équipement peut être utilisé à différents objets et pas seulement, en tout cas affecté à une position particulière. Donc il y a une possibilité de reconfiguration de chacune des positions de contrôle. L'architecture informatique est définitivement celle de réseau, donc on va introduire le dialogue intercalculateur avec la possibilité d'avoir des alarmes, comme ici la visualisation d'un vol, l'introduction de la couleur également sur les écrans qui ne sont plus monochromes, mais permettent donc de véhiculer un grand nombre d'informations, des alertes bien sûr, mais également de trier les vols, puisque seuls les vols concernés par le secteur vont apparaître ici en blanc, et les vols qui ne concernent pas le secteur vont être vont être estompés, et ce qui contribue à la clarification en tout cas de l'image pour le contrôleur, et donc encore une fois, l'amélioration de sa disponibilité mentale, puisque toute information superflue est peu à peu estompée et échappe, n'accapare pas son attention.
Les progrès de navigation vont permettre de généraliser et de développer un réseau de routes où les routes vont être resserrées à 5 nautiques l'une de l'autre, donc parce que la capacité de navigation permet de garantir que le vol va rester sur le trait. Et puis, on va également introduire peu à peu toutes les améliorations dont bénéficient les avions à l'époque. Une amélioration considérable de la chaîne altimétrique à bord des avions va permettre de réduire les espacements verticaux qui vont passer de 2000 pieds à 1000 pieds dans la tranche au-dessus du niveau 300, créant donc instantanément 7 niveaux de vol supplémentaires dans les tranches habituellement exploitées entre le niveau 300 et 380. La précision des équipements radio embarqués va permettre également de réduire l'espacement des fréquences et donc de réduire de 25 kHz à 8,33 et donc de passer des fameux 720 canaux qui étaient disponibles à plus de 2000 et donc d'accompagner ce que nous avons vu tout à l'heure, la multiplication des secteurs de contrôle, accompagner ce développement à l'échelle européenne et mondiale. Et donc nous sommes sous cette ère dans les années 2000-2010 donc de la création du ciel unique européen. On tend et on a mis en œuvre donc des blocs fonctionnels d'espace où il est demandé aux États membres de coopérer à l'intérieur de groupes d'espace où les intérêts, on va dire, et l'harmonie du trafic justifie que les centres coopèrent entre eux. Et on a surtout une harmonisation réglementaire, une harmonisation des méthodes de formation qui fait que le trafic au niveau européen peut être géré d'une façon aussi optimale que possible. L'avenir est en marche. Le dernier dinosaure de notre chaîne de contrôle reste le strip papier. Et donc, on travaille aujourd'hui à son remplacement. Et depuis 2016, le centre de contrôle de Brest, puis le centre de contrôle de Bordeaux ont introduit un stripping électronique avec un système d'aide à la décision du contrôleur, système Erato, qui était à l'étude depuis 20 ou 30 ans, vient d'être mis en œuvre. Et à l'instant où nous parlons, ce futur est encore en cours d'élaboration et on peut espérer dans les années à venir tendre en France vers un environnement pour le contrôleur entièrement informatisé, sans strip, c'est-à-dire que l'ensemble des informations intéressant le vol et nécessaires pour en assurer le contrôle en toute sécurité seront représentées à l'écran et exclusivement à l'écran. Voilà ce que, d'une façon assez synthétique, il est vrai, mais en espérant avoir montré comment ces systèmes, au-delà de la technique, comment ces systèmes se sont développés, répondant au fil du temps à des besoins, à des évolutions qui ont été tour à tour la simple introduction du progrès technique, mais surtout influencées par des impératifs qui ont été des impératifs politiques, économiques, culturels, au gré donc de l'image qu'est réellement le transport aérien, c'est-à-dire relier des peuples entre eux. Cette vidéo est à présent terminée. N'oubliez pas de la liker pour remercier l'intervenant, de vous abonner pour être prévenu des prochaines vidéos et de la partager sur les réseaux sociaux. À bientôt!